Bonjour, bonjour Madison, bonjour Christian. Salut Francine. Bon, toujours Françoise. Profitez, il fait moche. C'est un temps à regarder un peu les choses. Donc j'en profite pour, comme ma première phrase, à remercier mes soutiens, quels qu'ils soient. Soutien psychologique, mental, financier, et un peu dans tous les domaines. Salut Anissa. Salut Isabelle. Hello, elle bout, hello, elle tombe. Hello, elle tombe. Et l'eau, elle tombe et le ciel n'arrive pas à se lever, il fait sombre de chez sombre, c'est pour ça qu'il y a la lumière assez vive. J'espère que les néons font pas trop de bruit comme les autres fois. Sur Nibiru, ben, on peut en parler un petit peu, on peut en parler un petit peu, Fabien, mais je préférerais qu'on en parle un peu plus tard dans la semaine. Mais effectivement, Nibiru a une importance fondamentale, même si c'est... Bon, on peut en parler en introduction avant que je commence sur le Sphinx. Nibiru, donc planète X, moi je l'appelle Hadès. Hadès, dieu des enfers dans la mythologie grecque, cependant, Hadès, c'est un personnage, c'est un homme comme d'autres. Les constellations et la mythologie grecque s'est servi des noms de personnages existants. Et en l'occurrence, Nibiru, pas Niribu, Nibiru, c'est X, c'est Hadès. Bonjour Caroline. Ça va Christian, merci. J'espère que toi aussi, ton épouse aussi. Donc Fabien Nibiru, Planète X, Hadès, dieu des enfers, qui apparaît 6 mois sur 12. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Hadès, c'est parce qu'il s'est marié avec Pénélope et ils ont promis à Gaïa, la grand-mère de Pénélope et la mère d'Hadès, ils ont promis de revenir la voir 6 mois sur 12. Et c'est pour ça qu'Hadès, elle vient près de la Terre. La planète surnommée Hadès vient auprès de la planète surnommée Gaïa 6 mois sur 12, entre les deux équinoxes, pendant l'été entre les deux équinoxes. Et Hadès, c'est la planète, donc dieu des enfers, c'est-à-dire que c'est là que sont stockées les âmes, c'est là que sont purifiées les âmes, hein, le purgatoire pour purifier, purger, purifier, et du coup, c'est là que sont stockées les âmes. C'est pour ça qu'elles sont nettoyées, purifiées, purgées sur Hadès. Il y a un passage nécessaire sur Hadès qu'on voit très peu parce qu'elle est souvent à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. Et c'est aussi pour ça que quand elle est là, le magnétisme terrestre augmente de façon considérable parce que justement, il y a ce magma, c'est l'illustration de notre réseau sanguin, nos vaisseaux sanguins. Notre sang à nous, comme le magma de la Terre, il est en ébullition, il est en augmentation d'énergie quand Hadès est là. Ce qui explique d'ailleurs aussi l'évolution des plantes entre mars et septembre. C'est pas que le froid. Le froid, c'est bon. Il y a aussi Hadès qui produit. Le Soleil est plus près, mais Hadès aussi par rapport à l'effet magnétique, électromagnétique. Alors l'électricité, c'est Zeus, et le magnétisme terrestre, c'est Hadès. Neptune étant l'eau de la Terre, l'eau de notre corps, 65-70%. Bonjour tout le monde. Voilà Fabien, ce que je peux dire, enfin très relativement vite fait, mais qui résume relativement bien le rôle de cette planète, de cet astre, de cette étoile. Enfin, j'ai pas le dialogue précis scientifique parce que je veux pas forcément tout retenir. Hein. Il y a aussi des choses qu'il faut trier. Du moment que l'on comprend. Hein, donc Hadès, c'est une planète qui est là 6 mois sur 12 et qui vient donc augmenter le magnétisme terrestre, augmenter le magnétisme des gens, des êtres humains, et qui permet donc et qui est là pour purger les âmes. Donc quand les âmes repartent, elles partent vers Hadès. Alors je ne sais pas, je ne dis pas qu'elles y restent toute la durée. Bonjour Jean-Michel, bonjour Caroline, mais il y a un passage nécessaire et obligé sur Hadès pour purger les âmes.
purgé, nettoyé. Et une fois que c'est nettoyé, les âmes peuvent être renvoyées donc sur Terre pour justement, dans justement une à 9 vies dans les cycles de 12 000 ans. Bonjour Nicole. Voilà pour ce qui est de Hadès, Fabien Duo. Bien, moi je voulais vous parler, donc Hadès c'est fait, c'est super d'ailleurs parce que ça me fait réviser un peu aussi et comprendre d'autres choses d'ailleurs qu'il va falloir que je cherche. Donc je voulais vous continuer un peu par rapport à hier et je m'en excuse, hier ça a coupé indépendamment de ma volonté, que ce soit par câble ou par Wi-Fi. Il arrive que là-haut on dise non ça y est stop, t'as assez parlé, stop, on arrête. Alors j'en suis désolé, mais bon c'est comme ça, j'espère que je pense on était arrivé, j'allais répéter des choses, donc c'est pas bien dramatique, même si c'est frustrant de ne pas pouvoir vous saluer en partant. Alors je reprends sur le Sphinx, pour ceux qui ont suivi, ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez regarder, une demi-heure, 3/4 d'heure, la veille, 28 minutes exactement, pardon. Je reprends donc sur le Sphinx comme centre de l'horloge universelle, pour ceux qui ont suivi hier, l'horloge universelle avec les signes astrologiques, les constellations, pardon, et ce fameux serpentaire ou Ouroboros qui permet de fermer le cycle et qui n'est pas un 13e signe, qui est la fermeture, symbole de la fermeture. Et j'évoquais hier la corde à 13 nœuds utilisée au château de Guédelon, comme le faisaient les anciens, les Égyptiens, et plein d'autres. Donc le Sphinx, ça n'est pas Khéops ou Képhren. Je crois que les égyptologues aiment bien parler de Khéops, tout en disant qu'il y a au moins 2000, 3000 représentations différentes de Khéops, ou tout du moins du Sphinx, en Égypte. Alors évidemment, pourquoi il y en aurait autant? La question, bonjour Khadija, la question elle est simple, c'est qu'il y en a autant tout simplement parce que les siècles et les millénaires sont passés et que la mémoire s'efface petit à petit. Si vous faites votre portrait ou le portrait d'un homme connu dans 50 ans, dans 100 ans, s'il n'y a pas la photo à l'appui, vous ne saurez pas forcément le faire très très bien. Bonjour Brahim. Donc, toutes ces représentations montrent que c'est d'ailleurs bien plus avant ce qui est prétendu être. Et que ça n'est pas un moins 3000 ou moins 2000, moins 3000. Ça, c'est complètement farfelu. Je rappelle pour ceux qui suivent ce que je fais, que les sionistes par la franc-maçonnerie ont comprimé l'histoire pour la réécrire. Il y a 4000 ans d'histoire égyptienne qui ont été effacées. Le Sphinx, il a été construit à partir de moins 7425, quand Salomon Ier, le petit Salomon, avait 6 ans. Alors, si je dis ça, c'est pourquoi? Parce que, en fait, vous avez entendu parler d'hyperboréens pour la plupart, puisque nous, on en est relativement directement issus. Hyperboréens, donc des peuples qui descendent de l'Alaska, du Groenland, et qui convergent vers le centre de la Terre. Et les hyper-austriens qui viennent de l'autre bout, en l'occurrence, le dernier cycle, c'était les îles Tonga. En haut, c'est la baie de Melville au Groenland. Ces civilisations partent des extrêmes vers l'intérieur à cause du permafrost, à cause de l'eau, à cause du déluge, à cause notamment du froid et de l'eau qui commence à se répandre, et ils viennent plus vers la chaleur parce qu'il fait froid. Il y a 12 000 ans, c'était les dernières glaciations. La dernière glaciation, elle a environ 12 000 ans. Ça, vous pouvez le voir dans plein d'endroits en France, des glaciers qui ont existé dans les derniers temps, il y a 12 000 ans. Ça correspond d'ailleurs au déluge. Les gens aux extrémités sont donc venus chercher la chaleur au milieu. Et ils ont convergé vers Gizeh. Gizeh qui était donc le nombril à ce moment-là. Hyperboréen, hyper-austrien. L'hyperboréen, c'est un peuple qui vient depuis moins 9996 de David et Rebecca. Pour ceux qui suivent un peu les religions, David et Rebecca sont des prénoms utilisés par qui? Par les Juifs. Par le judaïsme en tout cas. Hyper-austrien, j'ai oublié de reprendre les prénoms, je pourrais les publier. De la même façon, du bas de l'hyper-austré, donc les îles Tonga, il y a le même couple, avec deux prénoms autres bien sûr, qui naît en moins 9995. Et tout ça, il y a une migration climatique qui les amène vers moins 7450, moins 7440, vers Gizeh.
Ils se croisent à Gizeh. Et s'ils s'y croisent, c'est parce qu'il y a ce magnétisme donc, qui est issu des réseaux telluriques, comme vous le voyez à peu près tracé sur la map monde derrière, en imaginant que c'est le noyau terrestre, pas la map monde, enfin pas le globe, la Terre. Sur le noyau terrestre, il y a ces dessins-là. Ces dessins-là, tous les nœuds de croisement sont des points d'attraction très, très forts, très puissants. Et ils sont très puissants parce qu'ils correspondent par ailleurs, dans un échange de fluides électromagnétiques, à des points qui sont reliés à certaines planètes, à certaines étoiles, comme celle donc de la ceinture d'Orion, qui projetée donne les 3 pyramides. Mais ce n'est pas les 3 pyramides qui sont importantes quelque part, c'est ce qu'il y avait en dessous. Si ces peuples ont convergé là, c'est parce qu'à cet endroit, il y avait des points donc d'attraction qui s'avéraient être des mines. Et ces mines, donc il y en a 3 qui sont sous les pyramides: or, diamant, lapis lazuli. Le diamant, vous regardez la pyramide de Gizeh qui normalement a 8 faces, et en dessous, si vous reliez les angles avec la chambre inachevée, vous obtenez le dessin d'un diamant. C'est donc la mine de diamant. Je ne sais plus les 2 autres, si dans l'ordre c'est or et lapis lazuli, peu importe, sachez que ces peuples sont donc croisés ici, avec le chef hyperboréen qui s'appelle Simon, la cheftaine hyper-austréenne, parce qu'au nord, ce sont des peuples plutôt masculins, au sud, ce sont des peuples plutôt féminins. Toujours la dualité, on la retrouve partout. Simon finit par se marier, si on peut dire, dans notre langage d'aujourd'hui, à Salomé. Il y a des images qui montrent cette négociation entre les mères de chaque marié, qui négocient des échanges commerciaux, les dots. Et Simon et Salomé ont un premier enfant, un garçon, qu'ils appellent Salomon. Voilà, Salomé plus Simon, Salomon. Ok ? On obtient donc Simon, Salomé, Salomon, Sphinx, les 4 S. Et les 4 S, ça vous donne chaîne ADN et le double 8. 8 au carré, 64. Donc, il y a une puissance là-dessus vraiment assez violente. Et dans les Écritures, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que chaque peuple converge avec un élément fondamental qui est une demi-arche d'alliance. L'arche d'alliance, au départ, elle est en 2. Il y en a 2, en fait. Il y en a 2 qui se rattachent, qui se jointoient et qui peuvent s'ouvrir avec une clé. Cette clé, c'est l'Ankh, la croix égyptienne. C'est une croix qui permet d'ouvrir l'arche d'alliance au départ. Et elle matérialise d'ailleurs l'alliance des 2, puisque le bas, la croix, c'est un quart de la croix du Sud, constellation hyper-austréenne, et la feuille au-dessus, c'est un quart du trèfle à 4 feuilles hyper-boréen. Donc l'angle, c'est l'association d'un quart de croix du Sud, d'un quart de trèfle à 4 feuilles. C'est donc l'association d'hyperborée, hyperostrée, cet outil, cette clé qui permet d'ouvrir et d'identifier l'arche d'alliance une fois réunie, les 2 arches une fois réunies. OK ? Donc, et ces arches d'alliance, justement, quelque part, donnent les clés, c'est le cas de le dire, de l'humanité, des trésors de la connaissance. Et dans cette connaissance, il y a entre autres que les civilisations, pour exister en tant que telles, doivent démarrer par un couple homme-femme. Aujourd'hui, on serait mal barré par rapport à ça, mais bon. Homme-femme et surtout garçon-fille. C'est-à-dire le choix du roi, ça équivaut dans l'Arche d'Alliance, dans la rencontre de ces peuples, le choix du roi, ça correspond à au premier couple d'une civilisation qui a un garçon et une fille. Or, ils auront donc Salomon, le 17 août, moins 7431, la naissance. Simon, le père, ils vont avoir ensuite, en moins 7428, de mémoire le 15 juin,
moins 7428, ils vont avoir une fille qui s'appelle Hathor. Hathor, c'est pas moins 3000, moins 4000, moins 2000, c'est n'importe quoi. Salomon et Hathor. Donc, pour Salomon, le petit bonhomme qui arrive, qui matérialise et qui matérialise la première alliance. Pour ceux qui connaissent un peu l'Église et les textes, l'alliance nouvelle dont on parle entre le Christ et Marie-Madeleine, c'est parce que la première alliance, c'est Salomé, et Simon. Et ce qui matérialise l'alliance, c'est Salomon, tout comme le Messie, le fils du Christ et Marie-Madeleine, symbolisait la nouvelle alliance. Des peuples païens, hyperboréens, hyper-austréens. Et après Salomon, ils auront donc Hathor, moins 7428. Alors pour Salomon, ils vont construire le Sphinx à l'image de ce premier futur roi d'Égypte, parce que c'est le premier roi d'Égypte, Salomon Ier, c'est pas le roi d'Israël, hein. Moins 7426 du coup. Pourquoi 25 parce que Simon, le père, décède en moins 7426, moins 7425. Et son décès fait que c'est Salomon qui hérite du royaume. Avant, ils auront eu Hathor, et pour Hathor, quand ils ont su que c'était une fille, en moins 7429, ils savaient que c'était une fille. Ne me demandez pas comment, mis à part éventuellement la position dans le ventre. Hein. Ils ont donc garçon et fille, et ça démarre le premier royaume d'Égypte entre Salomon et Hathor. Et pour Hathor, ils vont construire le temple d'Hathor, le temple de Dendera, qui en fait n'est pas le temple d'Hathor, c'est le temple de Salomon et Hathor. Évidemment, on vous parle du temple de Salomon chez les Juifs, mais le temple de Salomon, il n'est pas à Jérusalem. Hein. Il est à Dendera, en Égypte. Il matérialise l'union et surtout la naissance de deux enfants, garçons et filles, et qui permettent de créer la première civilisation digne de ce nom, Alliance des peuples. Voilà, ça que je précise un peu, j'ai peut-être survolé vite dans une vidéo au début. Donc, et donc ces trois mines, ce qu'on appelle les mines du roi Salomon, ben, c'est ce qui se trouve aujourd'hui sous les trois pyramides principales. Donc le Sphinx, c'est l'image de Salomon, et le temple de Dendera, c'est le temple de Salomon en fait, le temple de Salomon et Hathor. Salomon et Hathor sont frères et sœurs. Ils sont maris et femmes, si on veut, pour garder la couronne de façon, comment dirais-je, sanguine, génétique, pour la garder dans la famille, pour les descendants. Mais jamais, 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 il y a eu d'inceste chez les Égyptiens, ni chez les Nabatéens, ni nulle part, sauf aujourd'hui, à notre époque, avec le dieu argent et la connerie des uns et des autres. Aujourd'hui, les historiens prennent ce qui se passe et le transposent à hier, avant-hier et bien avant. Et évidemment, si on remonte dans l'autre sens, on se rend compte qu'on arrive à des mensonges, comme j'en parle déjà par ailleurs. Donc voilà, vous avez les mines du roi Salomon, c'est sous les trois pyramides, qui existaient sans les pyramides au début, bien entendu. Hein, le Sphinx, il est de moins 7425 pour le début de la construction. De mémoire, il a mis 20 ou 30 ans. Le temple de Dendera dans la foulée. Hein, chacun a un petit peu son ouvrage. Et d'ailleurs, le temple de Dendera, les inscriptions, racontent la rencontre des peuples, comme c'est stipulé dans l'Arche d'Alliance. L'Arche d'Alliance, elle est inscrite dans les temples. Ce n'est pas du tout des dieux. C'est comme si vous aviez votre album photo avec Kodak ou autre, Fujicolor ou je ne sais quoi. Vous avez un album photo, les parents, les grands-parents, parce que vous respectez la lignée familiale, la filiation. Ben, eux aussi, mais ils n'avaient pas Kodak, ils n'avaient pas de pétrole de plastique avec le pétrole. Ils avaient des murs et ils prenaient le temps de graver. Ils gravaient dans la pierre l'histoire de la famille, ce qui n'a absolument rien à voir avec des dieux quelconques.
C'est pour ça que je le dis et je le répète, il n'y a pas de Dieu en Égypte, il n'y a pas de Dieu en Grèce. Ils ont tous fait honneur et mémoire à leurs ancêtres. D'ailleurs, j'en ai parlé, la pierre sacrée, c'est une stèle mobile gravée des initiales des doyens qui décèdent en cours de route lors des migrations climatiques. Ils ont toujours vénéré les anciens en gravant sur de la pierre. C'est d'ailleurs la seule mémoire qui subsiste, pardon, je suis en train de mélanger deux mots, c'est la seule mémoire qui subsiste sur la pierre ou les tablettes d'argile cuites dans le coffre. Puisqu'il n'y a que la pierre gravée qui résiste à l'eau pendant longtemps, surtout de la pierre dure comme le granit, la pierre gravée, donc la pierre qui subsiste à l'eau, mais aussi au feu. Et il n'y a rien d'autre qui subsiste à ces deux-là. Sur toi, pierre, je bâtirai mon église, c'est-à-dire ma transmission, je la fais sur la pierre. Et non pas dans le sable, justement, parce que le sable, avec l'eau, ça s'en va. Ça résiste au feu, mais pas à l'eau. Et vous pouvez prendre tous les produits que vous voulez. Le bois, ça résiste ni à l'un ni à l'autre au bout d'un moment. Mais la pierre, c'est la seule. C'est pour ça qu'on a encore des gravures sur des pierres qui ont 6, 7, 8, 9 000 ans, voire plus. Comme par exemple la Loc Maria Kerr, ça date de 7 000 ou 8 000 ans. Mais comme ils ne fouillent pas dans les sous-sols assez profonds, ils prennent des références et des dates qui sont tronquées de 3 000 ans, parce que ça ne colle pas avec l'histoire qu'ils ont réécrite. Les égyptologues et j'ai envie de dire Champollion plus tard, on ne l'a jamais remis en question, Champollion. Et pour cause. Mais Champollion, il était pote avec Napoléon. Quand on sait ce qu'a fait Napoléon comme tricherie, c'est même pas la peine. Bref, voilà, donc le Sphinx, moins 7425, le temple de Dendera, moins 7429. Quelques années près, ils sont dans le même créneau au moment où le premier choix du roi a lieu, c'est-à-dire le garçon-fille, Salomon et Hathor. Salomon Ier, il aura des enfants, Hathor aussi, avec des concubins ou concubines. Et Salomon Ier, il y en aura jusqu'à un Salomon XI. Exactement comme Ramsès Ier. Il y a un Ramsès Ier, mais ça va jusqu'à Ramsès XI. C'est-à-dire des filiations pures, entre guillemets, c'est-à-dire des filiations patriarcales, de père en fils. De mère en fille, c'était en deuxième rang ou dans une autre partie du royaume. C'est pour ça que l'Égypte, il y a eu Basse-Égypte, Haute-Égypte. Pour les hommes d'un côté, les femmes de l'autre, en matière de gouvernance. Et tout ça, ça a été réunifié très rapidement. Alors, un petit point, parce qu'après, bon, les personnages se succèdent. J'ai mis un extrait Toutankhamon, qui est le grand-père de Nout, femme de Geb, les parents de Isis, Osiris, Nephthys, Seth. J'ai mis un post hier là-dessus, pour que vous ayez les dates de naissance, les états civils. À cette époque encore, il y avait les mines à ciel ouvert. Les mines à ciel ouvert, elles l'ont été jusque moins 3982, début d'une grande inondation qui a donc inondé le Sphinx, et ça c'est réputé et connu qu'il y a eu une inondation autour du Sphinx, elle est en moins 3982 jusqu'en moins 3978, où les mines ont du coup été inondées. Pardon. Elles ont été inondées. Le Sphinx a été de la même façon recouvert d'eau, donc forcément s'est retrouvé ensablé à terme, puisque l'eau avec le sable, hein, ça le conglomère, si je puis dire. Et du coup, les mines, après un certain temps, c'est-à-dire environ 16 ans, puisqu'elles ont été démarrées en moins 3962, les mines, elles ont été du coup recouvertes de pyramides pour les protéger, pour les conserver et y avoir encore un léger accès par la chambre dite inachevée. C'est bien pour ça qu'elle est là, inachevée. Elle n'est pas inachevée, c'est juste qu'on ne veut pas aller fouiller. Et ce qui donne l'accès d'ailleurs à tout le plateau en sous-sol. Hein. Mais il ne faut surtout pas le dire, parce que ça va exploser toutes les théories d'avant. C'est pour ça que tout est verrouillé partout. Ça ferait exploser l'ensemble. L'ensemble des mensonges qui ont été réécrits entre 1728 et 1761. Alors, les pyramides, elles ont été bâties à l'époque de Mahat, donc c'est en moins 3962,
et également par ses fils, son fils Amnès Ier, puis Amnès II, puis Amnès III. Maat, qui était la femme de Horemnès. Et Maat, vous la voyez avec la crosse du maître d'œuvre et la clé qui ouvre l'Arche d'Alliance, donc la clé qui donne la connaissance. C'est la clé de la connaissance. Quand vous avez quelqu'un qui a l'anque, c'est quelqu'un qui a eu accès à la connaissance par rapport à l'Arche. Voilà. Donc là, pyramide, moins 3962, moins 3902. Donc, 1000 ans après, Osiris, Isis, tout ça, donc eux n'avaient pas les pyramides. Et donc là où c'est important aussi par rapport à ce qu'on dira sûrement demain, parce que je vais m'arrêter là, c'est que la pyramide principale, lorsqu'elle a été un peu plus tard, quand elles étaient là, et qu'il y a eu justement Khéops et Képhrène, qui remontent plutôt à moins 2920, moins 2910, non, un peu avant, moins 2950, moins 2950 à peu près. Ouais. Moïse étant né moins 2980, quelque chose. Donc, eux sont nés 10-15 ans plus tard parce que ce sont deux demi-frères de Moïse. Ils ont la même mère de mémoire. Et tous les trois avaient, on leur a confié quelque part à un moment donné la charge de ces trois pyramides, une chacun. Ils ont hérité de ça. Et Moïse, qui est l'ancien, bonjour tout le monde, Moïse, qui est en fait le pharaon K, Q-A, accent grave, accent circonflexe, pardon. K, c'est Moïse en fait. C'est le demi-frère de Khéops et Képhrène. Moïse avait la charge de Gizeh. Et le coffre en granit qui a été posé pendant la construction de la pyramide, donc par Maat, qui avait la connaissance par l'Arche d'Alliance, ce coffre en granit, et donc cette chambre où il y a chambre qu'on appelle du roi, le machin, où on parle de sépulture, bien évidemment que ce n'est pas une sépulture. Elle a pu contenir un corps, bien évidemment. Elle a pu. Ça, on fait ce qu'on veut. Mais si ça a été une chambre royale ou aussi bien un roi qu'une reine, elle aurait été décorée de partout, comme c'est le cas dans la majorité des autres sépultures, des autres temples. Or, ça ne l'était pas. Ce coffre, il a contenu les arches d'alliance. Et ça a été bâti autour pour justement, sur les mines, disposer l'arche d'alliance, qui était donc sous la garde de Moïse, anciennement KQA. Les personnages de l'époque, ils ont souvent deux noms, un nom de là d'où ils viennent et un nom de là où ils vont. C'est pour ça que vous avez Jésus, c'est le nom donné en Israël, J plus Jésus, alors que son nom celte, c'est Ivanoé. Leur fils avec Marie-Madeleine, c'est Siméon en Israël, même parce que lui, il naît là-bas, enfin en Galilée. Et son nom en France, c'est Lug, enfin en France, sur le territoire qu'on connaît aujourd'hui comme la France, c'est Lug, Lug d'un homme, Lug, l'ancêtre des rois Louis. L'ancêtre des rois Louis, Lug. D'accord? Donc Moïse, c'est le Moïse Israël, parce qu'après il est allé piquer la terre des Cananéens, mais avant c'est K, QA, accent grave, à qui Hercule et Hermès volent l'Arche d'Alliance en moins de 1949 lors d'une guerre gréco-égyptienne. Sachant que les Grecs, à ce moment-là, sont passés par le phare d'Alexandrie. Parce que c'est le seul endroit où ils pouvaient rentrer, avec le cheval de Troie, parce qu'Alexandrie, en fait, Troie, c'était Alexandrie. Le phare d'Alexandrie, c'était le phare de Troie. Alors tout ça, évidemment, on n'est pas obligé d'y croire. Tout ça, c'est répertorié et c'est écrit dans les bouquins. Si jamais ça coupe, je remercie encore une fois mes soutiens à tout niveau. De toute façon, je vais m'arrêter grosso modo là. Hein, donc si ça coupe, vous inquiétez pas. Revisionnez peut-être pour avoir toutes ces infos. Achetez les bouquins, lisez, consultez mes posts. Mais voilà, je vais m'arrêter là, grosso modo, à Moïse, parce qu'après, on parlera de Troie, d'Alexandrie, on fera le lien avec la suite. Et en fait, vous allez comprendre tout le mensonge qui est bâti depuis la compression de l'histoire par les sionistes, hein, et je ne dis pas les juifs, on soit bien d'accord, comme Alexis de Cric, aujourd'hui on se doit d'être antisioniste. Ok? Antisémite, bien sûr que non. Bien sûr que non.
Il y a beaucoup de gens, que ce soit les gens qui vont à l'église aujourd'hui catholique ou à l'église, si on peut dire, judaïque, qui ont rien fait, qui ont fait que subir ce qu'on leur avait dit avant, appliquer ce qu'on leur avait dit avant sans leur expliquer rien du tout. Hein, Moïse, c'était cas, et lui, il s'est fait piquer. Alors, il a été viré, mais je vous referai le complément demain de comment il a été viré, ce que c'est que Sodome et Gomorre, qui sont des villes tunisiennes et pas autre chose, ce que c'est que cette histoire d'eau qui s'est écartée. Ben, écoutez, c'est un truc, on va en garder pour demain, mais bien qu'il y ait encore plein de... Oui, tous les matins, ouais, j'essaie de faire tous les matins au moins cette semaine. La semaine prochaine, ce sera compliqué. Mais on va arriver au territoire cananéen et vous allez comprendre. Je vais aller grosso modo, jusqu'au Christ, le Père biologique et compagnie. Après, l'histoire, on l'a quasiment, même avec des mensonges. Louis XVI, Jeanne d'Arc, ça pourra attendre un petit peu. Mais là, je vous refais le fil. Moïse, le mensonge, Christ, Père biologique, vol de l'Arche d'Alliance par les Juifs enfin, par les Juifs, je m'entends, hein, partout, et l'escroquerie Moïse, quoi. Et ça, ce vol de l'Arche d'Alliance, Hermès aussi, il y a plein de trucs à dire, parce qu'Hermès, on lui attribue toutes les connaissances de l'alchimie, le machin, personne ne situe sa naissance. En fait, Hermès, il est né autour de 1970, et il a volé l'Arche d'Alliance avec Hercule, et Minos, qui est un ami à eux, qui est fort comme un taureau. Et en fait, toutes ces images qui ont été données de mythes, la mythologie, pour ceux qui s'intéressent, par exemple, à l'histoire d'Arthur, allez voir ma vidéo sur Arthur, vous allez tout comprendre. Tout a été déformé, travesti, amplifié pour pas qu'on comprenne. Mais malheureusement pour eux, au moment de l'Apocalypse, qui signifie révélation, vérité, donc l'atteinte du Graal, le Graal, c'est la vérité, c'est en ce moment, et ça passe aussi par la voie médiumnique. Mais après, il faut reconstruire le fil rouge, il faut refaire le fil rouge. C'est pas gagné de remettre après de coudre de fil rouge le noir et le blanc. C'est pas évident, parce que c'est un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Il faut après avoir un peu d'intuition, mais aussi d'aller lire si ça colle avec ce qui est dit aussi, parce qu'il y a des parties qui sont forcément justes. Hein, mais Hermès, voilà, l'alchimie, tout ça, c'est pas l'alchimie, c'est qu'Hermès, il a eu entre ses mains l'Arche d'Alliance. Ça devient plus facile quand par rapport par exemple, aux bulles, j'oublie toujours ce mot, aux bulles pour le champagne ou pour les boissons gazeuses, ça va jusqu'aux soins. Sachez quand même que les personnages, les grands personnages de l'histoire égyptienne, en moyenne, décédés à 89, 90 ans. Pour être pharaon, il fallait avoir 80 ans. Alors, ils avaient des secrets de santé quand même. On vous dit, le pharaon là, 6 ans, là, 19 ans, là, machin. Et la plupart, à part 2 ou 3 exceptions, qui sont morts à 45 ou 50, 53 ans, la plupart sont morts à 90 ans, pardon. Certains ont fait plus de 100, 107, 110, 100, je crois, il y a aussi. On vous a fait un melting pot, c'est pas le bon mot, mais vous a brodé le truc, c'est un patchwork dans n'importe quel sens. Et nous, alors je dis bien on parce que j'ai pas fait tout seul. Nous, on a retrié, on a secoué, on a ressorti, on a remis les pièces de puzzle en regardant derrière si ça collait bien. Et quand on refait tout le fil, là, on comprend pourquoi on en est là aujourd'hui. Très clairement. Mais ces gens-là n'ont pas les arches d'alliance, hein, sachez-le. Ils ont beaucoup de documents à Yale, l'université de Yale, bibliothèque de Yale, qui est l'épicentre sioniste américain, donc des Clinton et Obama et tout, loge noire, loge blanche, loge noire, loge rouge, sataniste. Donc il y a, voilà, après, il y a plein de choses à dire. Quand on a commencé à bien décortiquer, que c'est cohérent, le reste vient avec. Le reste avec. Quand l'arbre est bien planté, il donne, il monte et il donne plein de trucs. C'est d'ailleurs le séquoia qui est quand même l'un des plus balèzes. C'est l'image de ça, quoi. Et en plus, il pousse où aux États-Unis? Voilà, une vidéo sur le Sphinx, les pyramides, c'était important, les civilisations. Après, les migrations climatiques, je pourrais en toucher 2 mots. Tous les 2160 ans, il y a des migrations dans un sens, puis ça repart dans l'autre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est tous cousins de façon nette, claire, précise.
issus d'hyperboréens, hyperaustriens, parce qu'au moins une fois, les peuples de ces extrémités, au moins une fois, se sont rencontrés en y allant, en revenant, en y retournant ou en revenant. Ça aussi. Les migrations climatiques tous les 2160 ans et qui, pendant l'apocalypse par le feu, enfin le cycle qui mène à l'apocalypse par le feu, voit des peuples qui convergent en premier, alors que l'apocalypse par l'eau, les peuples divergent en premier, parce qu'au départ, il fait très chaud et qu'on va chercher la fraîcheur. Alors que de l'autre côté, il fait froid, donc on va chercher la chaleur. Et on y retourne et on revient. OK? Ah, un peu de fil, mais je rappellerai après. Bon, ben Noël, un petit peu tard. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que c'est sur votre faim pour revenir demain. Oui, cette semaine, donc je serai là tous les matins. Normalement, tous les matins jusqu'à vendredi, samedi aussi peut-être bien, oui. Et samedi, si vous avez des questions d'ordre plutôt médiumnique ou machin, j'en ai 5, 6 là qui m'ont été posées. Donc par exemple sur la reine d'Angleterre, est-ce qu'elle est encore là? Sur qu'est-ce qu'il y a d'autre? S'il y a un lien concret entre Poutine et Trump. Donc j'ai eu la réponse ce matin, donc il y a des choses à dire. Ça sera plutôt sans doute samedi matin. Donc si vous avez des questions d'ordre un peu médiumnique, on va dire, avec les baguettes, il y en a qui font avec les cartes. Hein, il y en a qui font avec... Ah mince. Ah ben s'il est malade, oui, ben ça fait rien. De toute façon, ça sera téléchargé, c'est visible, c'est visible en replay et ça sera téléchargé sur YouTube. Hein, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous laisse, un peu plus de 30 minutes. Excellente journée à vous. Un peu morose au niveau de la météo, mais avec plein d'ouvertures ici et là. Donc, excellente journée. Et puis, ma foi, rendez-vous sur le différé, le replay, sur le différé, un peu plus tard. Et à demain pour ceux qui suivent. Merci beaucoup. Bonjour Jonathan et au revoir. Je suis obligé Enfin, je suis obligé, j'arrête là pour pas que ce soit trop long non plus et indigeste. À très bientôt. Jean-Michel, non, mais il a des archives templières. Demain, 8h45 toujours, vers 8h45. Allez, je vous laisse, et excellente journée, et puis donc à demain vers 8h45 en principe. Et si c'est pas 8h45, c'est juste un peu après, mais j'y suis. Hein. Et je vous raconterai un peu plus Hermès, Hercule, migration climatique, et on reprendra en avant vers Moïse et les Sodome et Gomorre et compagnie. Allez, bonne journée, à bientôt, portez-vous bien, et merci encore à tous mes soutiens.